Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Pensée africaine. Dirigée par Manga Akoa François. En ce début du XXIe siècle, les sociétés africaines sont secouées par une crise des fondements. Elle met en cause tous les secteurs de la vie. Les structures économiques, les institutions politiques telles que les États et les partis politiques, la cellule fondamentale de la société qu'est la famille, les valeurs et les normes socio-culturelles s'effondrent. La crise qui les traverse les met en cause et au défi de rendre compte de leur raison d'être aujourd'hui. L'histoire des civilisations nous fait constater que c'est en période de crise que les peuples donnent et expriment le meilleur d'eux-mêmes afin de contrer la disparition, la mort et le néant qui les menacent. Pour relever ce défi dont l'enjeu est la vie et la nécessité d'ouvrir de nouveaux horizons au peuple africain, la collection PENSEE africaine participe à la quête et à la création du sens pour fonder de nouveaux espaces institutionnels de vie africaine. Déjà paru. Antoine Nguidjol, Platon, Le procès de la démocratie africaine 2008. Arona Moro, Pour refaire l'Afrique, par où commencer, 2008. Lucien Aïssi, Corruption et gouvernance 2007. Lucien Aïssi, Corruption et pauvreté 2007. Simon Mougnol, Pour sauver l'Occident 2007. Marcel Bivegehemezui, La rencontre des rationalités, Culture négro-africaine et idéal occidental 2007. Jean-Baptiste Kabissabularpawen, Singularité des traditions et universalisme de la démocratie 2007. Joël MYSSE, Mondialisation, culture et éthique 2007. Samuel Seimkol, Naissance et paradoxe du discours anthropologique africain 2007. André Julien MBEM, Mythe et réalité de l'identité culturelle africaine 2006. Anta, Bachir, Aïcha et Habib, en hommage à mon beau-père Feu Mamadou Sall. Demander que la France reconnaisse, à la manière de Tocqueville, que le gouvernement colonial fut un gouvernement dur, violent, arbitraire et grossier. Ou encore lui demander de cesser de soutenir des dictatures corrompues en Afrique, ce n'est ni la dénigrer ni la haïr. C'est lui demander d'assumer ses responsabilités et de pratiquer ce qu'elle dit être sa vocation universelle. Achille Mbembe. Avant-propos. Chargé du cours d'analyse de contenu du discours politique à l'Institut des sciences de l'information et de la communication, ISSIC, de Dakar, mes étudiants me demandent souvent les réflexions que m'inspire un message présidentiel et les réactions des ténors de l'opposition sénégalaise. Généralement, le but recherché par les étudiants est de savoir si l'idée qu'ils se font d'une communication politique est assez proche ou plutôt éloignée de la mienne. Les interpellations de ce type donnent lieu à d'intéressantes discussions comme celle consécutive au discours de Nicolas Sarkozy prononcé, le 26 juillet 2007, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La décision d'écrire le présent ouvrage est une conséquence du nombre considérable de prises de position, plus ou moins lucides, concernant les temps forts de la prestation du président français. Dans ce genre d'exercice, de très nombreuses sources permettent d'étayer l'analyse critique, mais pour ne pas alourdir le texte de notes de bas de page, les références absentes du corps du texte sont rassemblées à la fin du livre. Mes remerciements vont à Cheikh Tidiane Diop, qui a lu le premier le manuscrit et accepté d'écrire la préface, ainsi qu'à Abdou Latif Coulibaly, Marnada Maguey, Abdoul Aziz Tall, Moustapha Diop et Alamami Mamadou Wayne, qui m'ont encouragé dès que je les informais de mon projet d'écriture. Préface. Après les péripéties d'un homme pour la conquête du pouvoir dans son propre pays, voilà que Nicolas Sarkozy lance l'offensive pour déterminer le cours de l'histoire du monde. Placée sous le signe d'une fameuse et non moins introuvable rupture, la dernière campagne de la présidentielle française a été rythmée par la ferme volonté d'un homme de changer son pays par tous les moyens. Abdoul Aziz Diop insiste sur la communication du candidat Sarkozy, à travers l'incarnation des valeurs intangibles qui ont façonné, d'une manière générale, l'histoire de l'Occident. La volonté de puissance si chère au philosophe allemand Nietzsche est devenue l'étendard idéologique de l'homme fort de l'Hexagone dont l'objectif principal s'exprime à travers un programme politique dont le ressort fondamental est le nationalisme.
L'histoire de France assumée dans toutes ses turpitudes impose une ligne dure qui doit désormais façonner les rapports de la France avec le reste du monde. Dans cette optique, l'Afrique est à reconquérir par la France. Le projet Eurafrique est celui de l'Union euro-méditerranéenne, réactivé par Nicolas Sarkozy, conforte à cet égard la phrase de Napoléon: « La politique des États est dans leur géographie ». M. Sarkozy reprend à son compte de vieilles et obscures idées, qu'on trouve en gestation dès le 5e siècle avant le Christ, dans le traité sur l'air, l'eau et les lieux d'Hippocrate. Au livre 7 de sa Politique, Aristote formule une théorie des relations entre le climat et la liberté, qui sera reprise ensuite à travers les siècles, notamment par Jean Bodin, avant d'être développée par Montesquieu dans les livres 14 à 17 de l'Esprit des lois. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, toute une école de géographes a approfondi ces idées. L'Allemand Frédéric Ratzel fait paraître une géographie politique en 1897, que ses disciples nommeront plus tard géopolitique. Cette relation étroite entre la géographie et l'histoire des peuples a fait dire à d'éminents penseurs comme Hérodote ou Montesquieu certaines inepties, et cela bien avant Nicolas Sarkozy. Parlant de l'influence du climat sur les comportements, Montesquieu note: « La grande chaleur énerve la force et le courage des hommes, tandis qu'il y a dans les climats froids une certaine force de corps et d'esprit qui rend les hommes capables des actions longues, pénibles, grandes et hardies. » La conclusion, c'est qu'il ne faut pas donc être étonné que la lâcheté des peuples des climats chauds les ait toujours rendus esclaves, et que le courage des peuples des climats froids les ait maintenus libres. La servitude civile, c'est-à-dire l'esclavage, est liée au climat de la même façon. Dans les pays chauds, les hommes ne sont portés à un devoir pénible que par la crainte du châtiment, l'esclavage y choque donc moins la raison. Livre 17 de l'Esprit des lois. Rien de vraiment nouveau dans les paroles de Sarkozy. Un des précurseurs de la vision européenne, Victor Hugo, n'en disait pas moins à propos de l'Afrique: « Le moment est venu de faire remarquer à l'Europe qu'elle a à côté d'elle l'Afrique. Le moment est venu de dire à l'Espagne, la France, qu'elles sont toujours là, que leur mission est modifiée sans se transformer, qu'elles ont toujours la même situation responsable et souveraine au bord de la Méditerranée, et que si on leur ajoute un 5e peuple, celui qui a été entrevu par Virgile et qui s'est montré digne de ce grand regard, l'Angleterre, on a à peu près tout l'effort de l'antique genre humain vers le travail qui est le progrès et vers l'unité qui est la vie. La Méditerranée est un lac de civilisation. Ce n'est certes pas pour rien que la Méditerranée a sur l'un de ses bords le vieil univers et sur l'autre l'univers ignoré, c'est-à-dire d'un côté toute la civilisation et de l'autre toute la barbarie. Le moment est venu de dire à ce groupe illustre de nations: unissez-vous. Allez au sud. Il est là, devant vous, ce bloc de sable et de cendres, ce monceau inerte et passif qui depuis 6000 ans fait obstacle à la marche universelle. Dieu offre l'Afrique à l'Europe. Prenez-la. Prenez-la non pour le canon mais pour la charrue, non pour le sabre mais pour le commerce, non pour la bataille mais pour l'industrie, non pour la conquête mais pour la fraternité. Versez votre trop-plein dans cette Afrique, et du même coup résolvez vos questions sociales, changez vos prolétaires en propriétaires. Allez, faites. Faites des routes, faites des ports, faites des villes, croissez, cultivez, colonisez, multipliez. Face à l'Afrique, le discours de Nicolas Sarkozy s'appréhende en relation avec les ressorts historiques qui ont fait de la France et de l'Occident ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Omniprésente en Afrique depuis maintenant plusieurs siècles, la France n'a cessé d'entretenir sa domination sur un continent dont elle avait conquis en un temps une bonne partie. Pour autant, peut-on reprocher à un homme qui tient les rênes du pouvoir de son pays de manifester sa volonté de puissance ou de vouloir dominer le monde? Dans les systèmes démocratiques, la conquête de la légitimité à travers l'expression de la volonté du peuple ne commande-t-elle pas une telle attitude? Un des éléments fondamentaux qui commandent la vie des États modernes est l'émergence d'une catégorie de leaders dont les idéaux dépassent la gestion des affaires internes de la nation, pour incarner une vision hégémonique. Asseoir la puissance nationale et réaffirmer sa propre vision du monde et de l'histoire en vue de mieux les influencer, sont un des objectifs de toute puissance aux visées impérialistes. Nombreux sont les nouveaux leaders que l'on peut classer dans cette catégorie. De l'Iran au Venezuela en passant par la Chine ou les États-Unis, émergent de nouveaux hommes politiques dont le discours et les actes correspondent à l'affirmation de valeurs qui doivent fonder la marche du monde.
Ce phénomène qui n'a rien de nouveau est un indicateur majeur des changements intervenus dans le contexte de la nouvelle géopolitique du monde. L'Europe, jadis maîtresse du monde, est aujourd'hui menacée dans son rôle et en recherchant les solutions au déclin, agite des valeurs qu'elle veut universelles mais que les autres peuples ne jugent plus comme devant façonner leur propre destin. Le repli sur soi-même ou l'exacerbation du nationalisme redeviennent l'apanage des nations européennes, qui n'ont jamais renoncé à asseoir leur emprise sur l'ordre du monde, tout en étant drapées du manteau de la liberté et de la démocratie. Par-delà les péripéties d'un homme pour conquérir le pouvoir et les périphrases sur l'Afrique, quels enseignements peut-on tirer ? Pour répondre à cette question, il faut adopter le double prisme de l'histoire et de la géopolitique pour comprendre la quintessence d'une pensée qui fut à l'origine de tant de maux pour l'humanité dans son ensemble. Abdoulaziz Diop analyse le contenu de cette diatribe lyrique face à l'Afrique, pour permettre à la jeunesse africaine de comprendre le sens du défi qui lui a été lancé par l'actuel homme fort de l'ancien empire colonial. Ce discours fut surprenant de la part de Nicolas Sarkozy, et c'est sans doute la raison pour laquelle il a suscité et suscitera encore longtemps de nombreuses réactions de la part de la communauté des intellectuels du continent noir et du monde entier. Le 26 juillet 2007 fera tristement date dans l'histoire des idées, car il n'y a pas de pire racisme que le racisme de la pensée. Les théories racistes sont historiquement jugées mauvaises dans le système de valeurs occidental. Depuis 1789 avec le texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tous les systèmes politiques occidentaux ont fait siens certains principes considérés universels mais toujours bafoués par ceux-là même qui en réclament la paternité. La doctrine chrétienne, les principaux courants de pensée socialistes ou libérales condamnent les théories racistes, mais elles n'ont eu de cesse de se fonder sur leur caractère absolu pour justifier leur volonté humaniste mais également de domination du monde. L'idéal chrétien, comme l'idéal politique de l'Occident, s'est toujours voulu celui des autres hommes quels que soient les horizons géographiques. La religion chrétienne et les doctrines philosophiques humanistes ont façonné la vision du monde des Occidentaux, et les principes politiques fondamentaux qui doivent gouverner tous les hommes sans exception de race, d'origine ou de croyance. L'hostilité à l'égard des théories racistes bien qu'elle se soit accrue n'a pas pourtant empêché le massacre de 6 millions d'Israélites par les nazis, entre 1942 et 1945, au nom de l'antisémitisme. Elle n'avait pas non plus épargné de nombreux pays d'Asie et d'Afrique d'être soumis à l'exploitation coloniale, dont les racines puisent dans le roc profond de l'histoire de l'esclavage qui dura des siècles. Aussi depuis l'accession à l'indépendance de ces pays anciennement colonisés, qui a donné aux peuples de race jaune et de race noire une influence internationale, le regard porté sur eux par les Occidentaux n'a pas changé. Bien que les théories racistes soient fausses, qu'elles n'aient aucune valeur scientifique, elles conservent une grande influence qui est un facteur d'antagonisme politique. Biologiquement, la race n'a pas de signification politique, mais elle en a sociologiquement, à travers les représentations collectives qu'elle suscite. L'idée commune de toutes les théories racistes, c'est que certaines races sont inférieures aux autres par leurs aptitudes. En particulier, elles seraient incapables d'organiser et de maintenir des sociétés modernes. Livrées à elles-mêmes, elles ne pourraient dépasser le niveau de communauté assez peu évolué. Ce niveau serait plus élevé pour certaines races que pour d'autres suivant une échelle d'hiérarchisation. Les Noirs pourraient difficilement dépasser des structures tribales primitives. Les Jaunes s'élèveraient jusqu'à des États complexes, mais sans pouvoir leur donner une structure démocratique. Au mieux, ils atteindraient seulement le niveau des nations européennes du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Les Juifs, remarquablement intelligents, doués pour le commerce, la banque, les arts, la critique seraient incapables d'exercer des fonctions d'autorité et d'organiser un pouvoir politique efficace. Les Arabes considérés comme mesquins et traîtres ne comprendraient que le langage de la force. Seule, en définitive, la race blanche créerait des États modernes et les ferait fonctionner convenablement. Les autres races, y compris les Juifs et les Arabes, même s'ils sont blancs, ne reconnaîtraient pas spontanément leur degré d'infériorité. Un antagonisme fondamental est né de ces considérations fallacieuses, et opposerait donc la race supérieure qui serait le moteur essentiel de l'évolution de l'homme. Ces théories qui résonnent encore dans le subconscient occidental sont nées des périodes obscures de l'histoire.
Les théories racistes font partie d'une époque où les souverains chrétiens ont voulu s'emparer des biens des banquiers juifs. Les Israélites seuls pouvaient prêter à intérêt, étant donné les interdictions de l'Église catholique. Elles se sont développées au XVIe siècle quand Espagnols et Portugais ont utilisé des esclaves africains pour mettre en valeur leurs colonies d'Amérique. Mais elles n'ont pris une réelle importance politique qu'au XIXe. Frappé par le caractère profondément violent des luttes politiques qui déchiraient son pays depuis 1789, et qui avaient engendré une terreur rouge puis une terreur blanche, l'historien français Augustin Thierry proposa pour expliquer ces tensions une hypothèse raciste dans ses Lettres sur l'histoire de France, 1827. La Révolution française et ses suites seraient l'aboutissement d'une lutte poursuivie à travers les siècles, depuis les invasions barbares, entre deux races. Les Gallo-Romains, occupants primitifs du territoire, et les Francs conquérant Germanie. Les premiers se retrouvent dans la paysannerie et le tiers-état, les seconds dans l'aristocratie. Le combat farouche des conservateurs et des libéraux depuis 1789 ne serait qu'une des formes de cette rivalité séculaire. Les Gallo-Romains étaient naturellement plus favorables à la liberté et à la démocratie, les Francs plus attachés à des systèmes autoritaires et communautaires. Cette théorie gagnera en influence et inspirera certains penseurs dont l'écrivain français Arthur de Gobineau, qui la généralisera dans son essai sur l'inégalité des races humaines, 1853-1855. En 1788, le linguiste anglais Sir William Jones, frappé par les ressemblances entre le sanskrit, le grec, le latin, l'allemand et le celte, pense à une origine commune de ces langues. Les travaux de Jones seront utilisés pour justifier le mythe d'une langue et d'une race aryenne. L'origine géographique de ce peuple hypothétique, définie par une langue hypothétique, a fait l'objet de plusieurs tentatives de localisation. L'hypothèse de cette race aryenne va servir à l'aristocrate et antilibéral Arthur Gobineau à justifier les privilèges de l'aristocratie et à expliquer les antagonismes entre elle et les masses populaires. Les aristocrates seraient les descendants des Aryens, qui ont apporté à l'Europe l'organisation politique, la pensée, les arts, la culture, la civilisation, le progrès. Les théories abjectes de Gobineau seront utilisées par les nazis pour opposer juifs et non-juifs. En effet, l'antagonisme des races bascule vers l'opposition entre race supérieure et sa minorité de race inférieure qui l'empêche de vivre harmonieusement. Le racisme sert alors à rendre cette minorité responsable de tous les maux de la société, en appliquant la technique du bouc émissaire, employée depuis toujours par beaucoup de gouvernants. Rien de nouveau. Quand la France dit ne plus pouvoir accueillir toute la misère du monde, ligote et expulse ceux qu'elle considère comme responsables du déficit de sa sécurité sociale, de la délinquance, de la carence de logement, du manque d'emploi, etc. Alors même qu'on sait que l'immigration a toujours servi la France, Jean-Marie Le Pen osa dire dans le programme officiel du Front National 2007, « L'immigration est aujourd'hui d'origine planétaire. Elle peuple la France d'ayants droit pour qui, bien souvent, la seule affinité avec notre pays se limite aux avantages matériels qu'il leur procure. Les Français s'endettent pour financer des prestations sociales visant à répondre à la misère du monde. Aujourd'hui, le tripatouillage de l'acide désoxyribonucléique, ADN, par-delà le besoin de remplir les quotas de reconduite à la frontière, traduit également une volonté de séparation des êtres humains pour les hiérarchiser et en déterminer des préférences. L'ethnie française d'origine dont on ne sait plus les tenants et les aboutissants au risque de recourir à l'analyse des gènes, est bel et bien composite. Des identités particulières se sont diluées en son sein, et rien ne justifie aujourd'hui le qualificatif d'origine étrangère, appliqué aux descendants de Maghrébins ou d'Africains de deuxième ou troisième génération. Ces appellations d'origine, valables pour les produits de terroir comme le fromage ou le vin, s'appliquent indirectement à l'étranger qui est une AOC, agent d'occupation à contrôler, auquel il ne doit être laissé aucune marge de manœuvre. Mais il convient de se rappeler que les débats sur l'immigration, des apostrophes entre les deux guerres mondiales et après, étaient également teintés de discours génétiques. Confère l'ouvrage de P. Taguieff, Face à l'immigration, mixophobie, xénophobie ou sélection. Un débat français dans l'entre-deux-guerres. Le nationalisme xénophobe et le ratio-eugénisme constituaient les deux logiques politiquement mises en œuvre au XXe siècle,
pour formuler et légitimer des mesures de restriction sélective ou des pratiques d'exclusion, discrimination, ségrégation, expulsion, visant les étrangers ou les immigrés. P.A. Taguieff. Les Juifs, victimes d'un contexte politique antisémite, payèrent un lourd tribut durant cette période sombre. Jugés comme des individus dangereux par le régime de Vichy pour la défense nationale ou pour la sécurité publique, un statut de juif fut promulgué par un décret-loi du 3 septembre 1940 par Édouard Daladier qui permettait leur internement dans des centres de séjour surveillés. On connaîtra plus tard le sort de la plupart de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.